Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et notre invité Tom Benoît, essayiste, entrepreneur et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Nous sommes très contents de vous recevoir à nouveau dans l'émission. Tom Benoît, vous alertez régulièrement vos lecteurs sur l'état des finances publiques, et pour cause, en 2025, la France va devoir à nouveau emprunter 300 milliards d'euros. Donc la question qui se pose, c'est qui va financer cette dette, et jusqu'à quand allons-nous trouver des créanciers prêts à nous suivre ? Bon, c'est intéressant. Et premièrement, j'ai fait partie des rares, Philippe aussi a alerté sur le fait que le gros problème des finances publiques était que nous allions nous endetter effectivement à hauteur de plus de 300 milliards. Donc aujourd'hui, on nous dit beaucoup, il y a eu un budget austéritaire, il y a des réductions de dépenses. Je rappelle, c'est quand même important qu'il y a 40 milliards de dépenses supplémentaires dans les dépenses publiques. Seulement, étant donné que les économistes très officiels de Bercy prennent en compte principalement ce qu'ils appellent le tendanciel dans le jargon, ils vous disent, oui, mais on avait prévu 70 milliards d'augmentation de la dépense. On l'augmente de 40 milliards. Donc on économise 30 milliards. Il y a 30 milliards d'économies. En réalité, pas vraiment. Vous avez quand même 40 milliards de plus de dépenses. Par rapport aux créanciers, alors effectivement, c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les achats de titres obligataires français, par des privés, on va dire un peu vous et moi, entre guillemets, ça représente 10-12% au maximum des achats totaux, globaux de la dette. Le reste sont des sociétés bancaires, financières, qui achètent la dette de la France non pas parce qu'elle est attirante, parce qu'elle est sûre, ou parce que la France serait bien gérée, parce que l'économie est solide, pas du tout. En dehors de tout ça, ils l'achètent pour une raison très simple, très évidente, c'est qu'ils sont obligés. Ce sont des sociétés qui sont régulées, des sociétés bancaires, des sociétés financières auxquelles on dit vous devez avoir en portefeuille, c'est obligatoire, tant de collatéraux qui ressemblent à ça, tant de collatéraux qui ressemblent à ça, et qui décide de quoi ressemble à quoi sont les agences de notation. Et vous avez quelques agences de notation occidentales qui font le plus et le bout de temps, S&P, Fitch, Moody's, qui disent la dette de la France est notée triple A, 1A, double A, on verra ce qui va se passer là dans quelques semaines, il va y avoir plusieurs révisions probablement. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réduction sévère catégorique de la dette, puisqu'on n'a pas changé de catégorie. Il y a eu des perspectives négatives. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des perspectives négatives, on dit pourquoi on met simplement une perspective négative, mais qu'on ne baisse pas considérablement la note, parce qu'il y a une économie variée, et parce qu'il y a une épargne abondante. Et sur tous les plateaux de télévision, de web radio, de médias, et j'ai fait partie là aussi, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'était avec vous d'ailleurs, Philippe, et vous également, Marie-Constance, il y a un an, des premiers à alerter sur le rapport Draghi, le rapport l'État et l'Union des marchés de capitaux, et là, non pas la postérité, mais l'avenir nous a donné raison, puisqu'aujourd'hui, tout le monde nous dit, il faut effectivement faire cette Union des marchés de capitaux et mobiliser l'épargne privée pour financer l'endettement global. Donc, pour revenir au sujet de la dette principalement, et je vais vous laisser poursuivre ensuite, il y a une notion qui est fondamentale et qui est trop souvent oubliée. C'est qu'après la crise de Lehman, en 2008, on a pris pour fâcheuse habitude d'amalgamer la monnaie, M2, c'est-à-dire la monnaie circulante qui est sur des comptes bancaires, pas seulement les pièces et les billets, la monnaie banque centrale, mais aussi la monnaie qui est sur un compte. Vous avez un compte courant, vous avez 10 000 euros, c'est de la monnaie, vous avez 100 000 euros, c'est de la monnaie encore, ça, on ne parle pas des placements, vous avez votre livret A, tout ça, c'est de la monnaie. Et avec les titres obligataires, réellement, et les titres de dette, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous dit, la Banque de Chine, par exemple, a tant de réserves de change en dollars. Ils ont tant de dollars, et ils ont tant d'euros. Non, nuance. Ils ont tant de titres obligataires qui ont été émis en euros. Alors là où c'est doublement intéressant, c'est que pour l'euro, par exemple, pourquoi il y a autant de demandes sur l'euro? Pourquoi l'euro est une monnaie forte encore aujourd'hui? Vous croyez que l'économie européenne est solide? Pas du tout. Simplement, vous avez des États européens qui s'endettent d'une façon démesurée. Ils émettent des titres. Les titres sont pas libellés en dollars ou en yuan, ils sont libellés en euros. Vous êtes une société bancaire ou financière chinoise ou émirati. Vous devez acheter la dette de la France, qui est mise en euros, ou de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous faites avant ça? Vous avez des yuan, vous convertissez vos yuan, il va falloir que vous la payiez en euros, la dette, et vous achetez de l'euro
pour acheter la valeur de la dette. Donc vous avez forcément une demande en euros qui est considérable puisqu'on émet beaucoup de dettes et qu'on la vend. Et comme je disais précédemment, les sociétés sont obligées de lâcher. Donc ceci fait monter artificiellement la valeur de l'euro parce que la plus grosse économie de la zone euro aujourd'hui, c'est pas l'économie privée, c'est pas les entreprises, c'est la dette. C'est les États qui s'endettent. Et c'est ça la grande problématique, c'est que vous avez une zone monétaire, une zone économique qui repose sur un endettement démesuré. Je vous laisse poursuivre. Ensuite, le gros problème, juste pour terminer là-dessus, est que lorsque vous avez des économies qui reposent principalement sur la dette, ça veut pas dire que les économies sont pas privées ou pas citoyennes, hein, parce qu'au final, c'est quand même le contribuable qui paye, c'est quand même les entreprises. Et c'est que simplement, ça n'est plus l'entreprise qui décide, ou le citoyen qui décide. Deux configurations, l'entreprise qui dit je vais salarier le monde, je vais fabriquer un produit ou proposer un service et je vais le vendre. Ou alors le citoyen qui dit je vais consommer. Ou alors je vais économiser puis ensuite je vais lancer mon entreprise. L'épargne. Donc, c'est l'État qui dit vous n'avez pas le temps de faire ça, on a déjà dépensé ce que vous devez rembourser. Et comme vous ne pouvez pas le rembourser, on va augmenter la taxation, on va augmenter les prélèvements obligatoires. Et alors Philippe, pourquoi la dette pose spécialement un problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus difficile à gérer qu'avant? Alors je vais répondre de façon un petit peu humoristique. Il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans le grand concours de laideur planétaire entre les dettes américaines, britanniques, européennes et japonaises, on n'est pas vraiment pire que les États-Unis. Il suffit de rappeler que les États-Unis, c'est aujourd'hui 36 500 milliards de dettes. Ça, c'est les dettes officielles. Il y a 100 000 milliards d'engagements à terme qui ne sont même pas encore couverts, où on n'a pas encore branché les tuyaux pour faire face aux retraites des fonctionnaires américains, etc. La France, c'est 3 450 milliards. Nous sommes 68 millions d'habitants. Les Américains sont 336. Donc on voit que la population française, c'est à peu près le 5e de la population américaine, et notre dette n'est que le 10e de celle des États-Unis. Donc le plus gros aspirateur à liquidité, ça reste quand même les États-Unis. Eux, ils ont la planche à billets, ils sont le premier émetteur, on va dire que nous sommes le second. Donc la taille de la dette, c'est pas ça qui dissuade vraiment le créancier, c'est les capacités de rembourser. Nul ne doute que les États-Unis sont capables de rembourser, et il semblerait que on n'ait pas non plus ce genre de questionnement en ce qui concerne la dette française. La meilleure preuve, et je reste toujours dans cette bonne nouvelle, c'est que le spread OAT-Bund, depuis le 1er janvier, s'est contracté, c'est pas rien, de près de 25 points. On était à 88 points d'écart, de coûts supplémentaires pour refinancer la dette française au 1er janvier, et aujourd'hui on est à 67 points. Ça fait environ 20 points, mais globalement, les créanciers ont l'air d'un seul coup de se dire la stabilité politique en France, ça y est, elle est à peu près rétablie, même si le budget 2025 ne tient pas la route une seule seconde, ni par ses hypothèses, ni par son exécution. Donc on découvrira que la croissance n'est pas ce qu'on attendait, donc il n'y aura pas les recettes fiscales TVA qui vont en face, il n'y aura pas non plus les recettes sur les salaires, parce qu'on est aussi sur une hypothèse de croissance de l'emploi qui est totalement délirante, on va dire, fantaisiste pour ne pas dire délirante. Mais c'est là où il y a une absurdité sur les hauts revenus, la taxation des hauts revenus, qui est temporaire d'ailleurs. On se demande pourquoi elle est temporaire, parce que ce que j'aurais envie de demander aux finances publiques aujourd'hui, c'est vous croyez réellement qu'en 2026, vous n'aurez plus d'argent à trouver pour combler le déficit? D'où viendra cet argent? On pourrait suspendre la taxe sur les hauts revenus? On repartira en 2026 sur les mêmes bases que 2025, qui sont exactement les mêmes que 2023. Je rappelle quand même que le budget 2023 a été adopté suite à 1649.3 dégainé par Elisabeth Borne. Elle s'était ensuite surpassée en 2024. Juste avant l'arrivée de Gabriel Attal, oui. Voilà. Et là, c'était carrément 21,49.3. Donc, ces budgets ne tenaient pas la route. Si on en avait discuté, on se serait aperçu qu'il y avait absolument rien qui pouvait vérifier l'hypothèse, et que le
le déficit de la France allait littéralement exploser. Comparer C'était une les taux, évidence. mais c'est intéressant, il y a un autre point au-delà de la dette allemande. On pourrait se poser une question aujourd'hui, c'est que si tu es un investisseur finalement, pourquoi acheter de la dette grecque? Quel intérêt, on va dire, d'acheter de la dette grecque plutôt que de la dette française? Parce que si on se met dans la psychologie de l'investisseur, pourquoi, avec le même rendement, on investit plutôt sur de la dette libellée en euros grecque que française? Parce que, en théorie, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, la Grèce, ça se relèvera pas et la France c'est une grosse économie. Donc déjà là, il y a quand même quelque chose il y a matière à raisonner. Et si on a matière à raisonner, on peut se dire, finalement, ça veut dire aussi que du point de vue des marchés, on considère que la Grèce, c'est pas si catastrophique que ça comme économie. C'est une trajectoire, on achète une trajectoire avec la Grèce. C'est-à-dire, l'austérité est arrivée à ses fins. Voilà. Et surtout, elle est derrière. La crise est derrière. Alors que la France, la crise est devant. Alors voilà. Parce que, voilà. Je rebondis, parce que j'ai dit qu'il y avait une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que les créanciers sont prêts à nous prêter, que la compression du spread au AT-Boon montre que Et là, on avait mis 10 confiance. milliards en janvier. Il y a eu 13 fois plus de dettes qui a été achetée. Il y a eu 13 fois plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire acheter 130 milliards. Si la note de la France était allègrement dégradée dans quelques semaines, est-ce qu'on arriverait à la vendre encore? Moi, je me suis penché sur la conséquence des précédentes dégradations. C'était rien. On restait dans les mêmes paliers. Moi, je suis resté. Enfin, j'ai regardé, j'ai surveillé en permanence le spread au AT-Bund. Ouais. Donc, on est passé de triple A à 2A+, 2A, 2A-. Le spread au AT-Bund, 25-30 points. Ça n'a pas bougé. Mais entre nous, attends, pour être tout à fait sincère, si la note de la France était dégradée, moi je suis entrepreneur, j'ai pas de contrat public, j'ai pas de contrat avec donc personnellement, si la France réduisait considérablement ses dépenses publiques, je gagnerais pas moins d'argent et j'aurais pas moins de perspectives. Au contraire, j'en aurais peut-être un peu plus et je fonderais plus d'espoir et d'options sur la France que je ne le fais aujourd'hui. Donc si la note de la France était dégradée, ça serait pas la note des citoyens ou des entrepreneurs français, ça serait simplement la note des gouvernements successifs qui nous endettent d'une façon démesurée. Donc la meilleure des choses, entre guillemets aujourd'hui, serait que les agences de notation notent à leur juste valeur les dettes des États européens et disent non, on vous retire en quelque sorte le carnet de chèques momentanément. Vous dites, comme je disais précédemment, que vous réduisez la dépense publique, mais vous avez 40 milliards de dépenses supplémentaires, on va arrêter ça, on va vous forcer justement à émettre un maximum de, 100 milliards sur les marchés. Et vous financerez sur les marchés pour les dépenses publiques un maximum de 100 milliards, et plus de 200, 300, et demain 400 ou 500. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous empêche de réduire notre dette? Pourquoi certains pays comme l'Espagne y sont parvenus et la France n'y arrive pas? Ça, ce qui nous en empêche, c'est un logiciel que je qualifierais de socialiste depuis 1980. Ouais. Mais je vais quand même venir à ma mauvaise nouvelle. C'est que, certes, on voit que les créanciers nous prêtent de l'argent, et puis, depuis le 1er janvier, en fait, les taux ont tendance à monter. Ils ont tendance à monter, ça veut dire que quelque part, on se rend compte que le problème de dette est global. Ouais. L'enjeu des élections allemandes, le scrutin du 23 février, ça, c'est crucial. On ne sait pas du tout quelle coalition va en émerger. Et eux, ils veulent sortir de l'euro. Si c'est l'AfD, c'est quand même, je rappelle que c'est un parti d'extrême droite qui vous dit on sort de l'euro. Il y a beaucoup de pays, sans les nommer, qui ont des partis entre guillemets d'extrême droite qui veulent pas sortir. Il sera pas au pouvoir, on en est absolument certain. Ouais, et personne ne fera de coalition avec eux. Donc là, je veux dire. Mais par contre, de plus en plus, le gouvernement sera le moins représentatif des tendances de la société allemande. Bon, c'est plutôt un problème sociologique, mais ça finira par devenir un vrai problème. Donc, un des enjeux, c'est de se dire, est-ce que la future coalition, constatant que l'état de l'économie allemande est ce qu'il est, que les Européens veulent maintenir les sanctions contre la Russie, et le 16e paquet de sanctions vient d'être adopté. Et même s'il y avait une paix américano-russe, nous, on a dit, on maintiendra les sanctions, c'est-à-dire qu'on va continuer de maintenir notre économie dans une situation d'énergie chère, même hors de prix pour beaucoup d'industries. Les premiers qui quitteront ça sont les Allemands, justement. Ceux qui ne l'accepteront pas
durablement, parce qu'effectivement l'AfD sera pas au pouvoir, mais l'idée fait son chemin en Allemagne, elle ne la fait pas ici, son chemin, cette idée-là, que ce soit de sortie de l'euro ou de recouvrir de la souveraineté énergétique, donc monétaire également. Donc, ce qui est quand même intéressant en Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a un pays qui est une grande nation, parce que l'Allemagne c'est particulier, il y a un peuple avec une identité très appuyée, et alors les Allemands, et j'étais en Allemagne il y a quelques jours, je reviens d'Allemagne, ils parlent très peu anglais, et dans des commerces en Allemagne, ils parlent très mal et très peu anglais, et ils se suffisent à eux-mêmes. Et j'apprenais d'ailleurs là-bas, j'ai discuté puisqu'on parlait de la dette précédemment, que le mot dette en allemand, j'ai oublié le mot, est le même que le mot péché. Péché et dette, c'est la même chose. Donc là aussi, psychologiquement, c'est quand même assez évocateur. Et donc il y a un pays qui a envie de retrouver de la souveraineté. Et nous, en France, ce qui nous manque terriblement, c'est qu'on n'a pas envie de retrouver cette souveraineté. Même quand je parle aujourd'hui, que ce soit des privés, des sociétés qui font faillite d'ailleurs, même des personnes qui m'achètent des contrats de conseil parfois et qu'on discute de politique un petit peu, ils disent quitter l'euro, mais comment est-ce qu'on ferait? Et je leur explique que c'est la seule solution si on veut retrouver de la souveraineté monétaire et économique. Parce que aujourd'hui, on est pieds et poings liés à une banque centrale qui nous dirige et qui nous permet pas d'ajuster, que ce soit nos politiques budgétaires ou nos politiques économiques. Et les Allemands sont en train de dire ça. Si l'Allemagne quittait l'euro aujourd'hui, l'AfD passerait où il y aurait une coalition dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, l'Allemagne sortirait de la zone euro. Qu'est-ce qui se passerait finalement? Ils réévalueraient leur dette, probablement en marque, avec leur nouveau marque, parce que même si les agences de notation disent non, vous faites défaut si vous quittez la zone euro, vous aviez libellé votre dette en euros, réellement, tous les investisseurs se diraient, bon, il y a un marque qui va circuler, qui va être réévalué, qui va s'apprécier, se déprécier, mais qui va correspondre à peu près à ce qu'était l'euro, finalement, à l'économie allemande, qui va se relever aussi, parce que s'ils reprennent du gaz un petit peu, qu'ils arrivent à relancer leur économie, ça va quand même bien marcher, et ils rembourseraient leur dette en marque. Peut-être même, je fais une supposition, une digression, dans pareille situation, je serais pas étonné si l'Allemagne venait dans quelque temps à quitter l'euro, qu'il y ait des accords avec les États-Unis, et que les États-Unis soient intéressés à créer un partenariat avec la nouvelle gouvernance allemande pour faire réévaluer les dettes publiques de l'Allemagne en dollars. Et peut-être pas en marque, parce que là, ça serait très rassurant. Et si vous êtes investisseur et que vous avez de la dette en euro allemande et qu'on dit on va vous la rembourser en dollars, vous dites bon, pourquoi pas finalement, ça reste une grande monnaie. Et à partir de là, vous avez plus de zone euro, vous avez une zone euro moribonde, parce que c'est pas avec l'économie de la France que vous avez... En Allemagne, il n'y a plus d'euro. Il y a plus d'euros. Vous pensez que c'est possible ce scénario, Philippe? Alors, il y a quand même un très gros frein, c'est les soldes extérieurs de l'Allemagne, donc je pense qu'on est au-delà des 1100 milliards. 1100 milliards. C'est de l'argent que doivent les autres Européens à l'Allemagne. Les Italiens, par exemple. Les Italiens, les Espagnols, un peu moins les Français, mais surtout Italie, Espagne. Les soldes sont énormes. Face à l'Italie, je pense qu'on est au-delà de 600 milliards, l'Espagne 300, enfin, c'est colossal. Et là, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils fassent un write-off sur 30% probablement, puisque le marque se réévaluerait. Donc, ce que les autres pourraient rembourser, c'est 30% de moins. Mais c'est quand même des sommes colossales. Et cet argent-là, c'est la future retraite des Allemands, quand même. Faut pas le perdre de vue. Et donc, le débat qu'il y a aujourd'hui avec cette future coalition allemande, c'est est-ce que l'Allemagne va pas accepter finalement qu'il faut s'endetter un peu plus pour relancer la machine? C'est interdit. Et on vient se trouver une excellente excuse. C'est que si l'OTAN arrête de financer les troupes qui séjournent à Rammstein ou en Roumanie, etc., qui nous envoient plus de matériel gratos, et il va falloir que nous-mêmes nous financions notre propre défense. Alors il y aura toujours la base de Rammstein, hein, il y a pas de doute, sauf que ça sera nous qui faisons l'échec. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que doubler, voire tripler nos dépenses de défense, ça veut dire que il faut aller emprunter 400, 500, 600 milliards sur les marchés. Et ça se fera plus, c'est terminé. On pourra plus se financer sur les marchés. Mais si, tu verras qu'on y arrivera. Parce que dans ce concours de laideur, les États-Unis se diront, puisque les Européens s'endettent, moi finalement je continue à peu près au même rythme. Les États-Unis, c'est plus 2000 milliards de dettes par an. Moi j'ai une lecture assez... C'est une folie. Quelque peu différente par rapport à ça, c'est que dans la psychologie, que ce soit des marchés ou des dirigeants aujourd'hui, il y a un paradigme qui est en train de changer totalement aux États-Unis, et on a un Trump qui se dit
On est en train réellement de prendre conscience que l'endettement sur les marchés avec des gens qui ne sont pas nos amis, qui ne sont pas nos alliés, qui sont en train d'évoluer aussi très vite, on l'a vu avec DeepSeek par exemple, une vraie concurrence maintenant, pas une guerre économique, pas de guerre économique entre les Chinois et les Américains, mais il y a une vraie rivalité, il y a une vraie concurrence de leaders et de challengers tour à tour qui cèdent leur siège. Si le système obligataire change un petit peu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être en capacité de produire beaucoup et réellement d'apporter de la richesse. Et on revient un peu aux fondamentaux de la création de richesse, c'est-à-dire, sous-entendu, on fonctionne plus par rapport à une architecture de système, alambiqué, une usine à gaz, vous comprenez pas exactement comment ça se passe, mais vous êtes obligé, vous avez de la monnaie, vous investissez, vous achetez des obligations, on vous rend un petit peu des choses et vous compensez notre déficit. C'est un peu le système américain occidental pour le moment. Et là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est de dire non. Vous vendez à notre population, par exemple. Si vous voulez continuer à vendre à notre population, ok. Vous êtes allemand, mais alors là, vous délocalisez votre usine d'Allemagne ou du Maroc comme ça et vous l'emmenez aux États-Unis et vous faites travailler des salariés américains qui seront bien heureux de pouvoir gagner leur vie payés par des sociétés allemandes. L'idée hégémonique de Trump, elle se résume quasiment à ça. Ce qui est fascinant chez Donald Trump, c'est que ses détracteurs disent c'est pas un intellectuel. Bah, c'est vrai qu'il est assez cash. Il est simple, hein. Il arrive quelque part, il dit il faut faire ça. Il signe un décret, c'est comme, j'avais un ami architecte qui est mort maintenant, qui s'appelait Paul Chemetov, il disait on a une faculté assez fascinante, les architectes, c'est que on signe un trait au crayon et il y a un mur qui sort de terre. Et Trump signe les paraphes comme ça, et il y a quelque chose qui se passe. Et on avait perdu cette habitude-là. Depuis un moment, il n'y avait plus de gouvernance. Pas pour les gens qui travaillent aux Émirats et en Arabie Saoudite, puisque le matin, le Shir bin Saïd ou bin Salman signe un décret royal, il est applicable le lendemain. Ouais. Voilà. Et ça, et voilà, bah c'est là on a quelqu'un qui décide. C'est et encore plus formidable parce qu'il n'y a même pas de contre-pouvoir là-bas. C'est facile. Je connais bien les Émirats aussi, en particulier aux Émirats. C'est simple. Il y a la loi du business, il y a la loi du tchèque, et il y a rien entre les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corps intermédiaire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de Marine Tondelier ou de Raphaël Glucksmann locaux. C'est pas désobligeant pour eux, mais je veux dire, il n'y a pas de France Inter, il n'y a pas de Raphaël Glucksmann. Ils ont même pas un agent américain. Ils ont des techniciens. Ils ont le tchèque qui dit bon, une banque centrale, comment ça marche? Ça marche comme ça, on va embaucher quelqu'un qui va être capable d'être banquier central, et pas quelqu'un qui sera capable de dire nous sommes actionnaires d'une autre banque centrale, et nous pensons que peut-être nous pourrons porter nos valeurs. Non, pas du tout. Il prend un technicien qui va savoir diriger la banque centrale. Il prend un technicien qui va savoir diriger l'urbanisme. Et c'est comme ça, après, qu'ils font Burj Khalifa, et ensuite, c'est le marché. Et le marché s'autorégule. Ça veut dire qu'on est en plein dans la monarchie libérale. C'est pas une démocratie libérale, hein. Les États-Unis des années 50 à 90, c'était une démocratie libérale. C'est-à-dire que c'était la voix des peuples qui était vraiment directe et qui faisait aussi la régulation du marché. Là-bas, c'est une monarchie libérale. C'est décidé. Puis après, il y a la loi du business. Mais pour revenir aux États-Unis, il y a à nouveau ce côté. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait rebondir sur le fait que Trump comprend dans le monde dans lequel on évolue. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à côté du monde. Tant pis pour eux. Ils resteront à côté du monde. Ils seront les associés subalternes d'une époque décadente et mortifère dans laquelle on est malheureusement entraîné en Europe aujourd'hui, mais ils seront les perdants. Et ceux qui auront compris comment ça allait se passer, eux vont être les gagnants. Et l'administration, Trump, Musk, ces gens-là ont compris. Ils ont compris quoi? Que la dépense publique démesurée, ça devait être fini. Que pour qu'il y ait de l'innovation, il fallait qu'il y ait du respect pour la monnaie. Que pour qu'il y ait de l'innovation également, il fallait être capable de prendre une décision et pas de créer des cellules d'investigation, de réflexion. Nos agences et nos commissions françaises par centaines et qui ne produisent même pas un rapport à la fin de l'année. Si j'arrivais au pouvoir en France aujourd'hui, je m'entourerais de quelques techniciens sur la santé, sur l'économie, sur la justice. Et il n'y a pas besoin de commission. Il y a besoin de cibler les problématiques. Ça veut dire que vous dites, on est un pays d'obèses aujourd'hui, il y a trop d'obésité, il faut réduire l'obésité. On va financer des campagnes qui vont passer dans des circuits avec du CNC, qui vont accorder des aides à des producteurs qui vont pouvoir distribuer tel programme. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous devez faire ce que fait Kennedy, justement. Là aussi, je vois aussi un tapage sur Kennedy aujourd'hui en Europe qui est absolument scandaleux. Vous avez un Kennedy qui vous explique justement qu'il faut remettre les gens en forme et qu'on a été totalement à la dérive parce que il y a une corrélation assez fascinante, assez prodigieuse, mais dans le négatif, entre le déclin des sociétés occidentales sur le plan financier et économique
et le déclin physique également. Vous avez des sortes de personnages, en quelque sorte, qui sont même pas vraiment des citoyens, mais qui sont des contribuables d'économies socialisées et qui consomment par obligation, par dépression, pour compenser les névroses. Et ça, c'est absolument, premièrement, négatif, mais le terreau d'une société en déclin. Et quand vous êtes américain et que vous voulez être puissance hégémonique, vous dites l'hégémonie vient aussi de notre population. Donc, c'est les dépenses publiques. La névrose, c'est fantastique. La névrose, ça permet de contrôler les gens par la peur. On peut pas contrôler mieux les gens que par la peur. En Europe, on nous fait peur maintenant avec la Russie. C'est la menace existentielle. C'est quoi une menace vraiment existentielle? Ça veut dire que on est au bord de la guerre nucléaire. Il y a pas d'autre explication. Mais on a un président qui arrête pas de dire nous sommes en guerre contre les virus, contre tout et n'importe quoi. Trump qui dit je discute pas avec les Européens parce que les Européens veulent la guerre. C'est quand même assez fascinant. Donc on a bien ce discours de peur. Avec le Covid, on allait évidemment tous mourir. Avec les Russes, on va tous mourir. Et en Allemagne, ce discours de la peur fonctionne quand même, puisqu'aujourd'hui, quand on dit aux Allemands qu'il faudra s'endetter un peu plus pour financer notre défense, les gens disent oui quand même Poutine est très 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 méchant. Et moi j'ai écouté le discours du patron de Rheinmetall, qui est le principal fabricant d'armes en Allemagne, et pour lui c'est presque déjà fait. L'Allemagne va consacrer du budget avec de l'argent qu'elle n'a pas, donc c'est de l'argent qui sera bien emprunté. Donc comme je le disais, l'un des enjeux de la future coalition, c'est quelle va être leur tolérance au surendettement. Est-ce que ça va être un peu ou est-ce que ça va être tous les traités sont assez stricts en Allemagne. Mais moi, je les connais comme toi, les traités, notamment celui qui devrait être un traité cardinal pour tous les pays, c'est-à-dire qu'on n'investit pas, on ne lève pas sur les marchés, à l'époque un Deutschmark, maintenant 1 euro, de plus que ce que l'on espère en retirer à la sortie. Donc ça veut dire qu'on ne finance pas les transferts sociaux. Les États-Unis, ils ont basculé là-dedans. Et là, le Doge est en train de faire l'inventaire. 4700 milliards de dollars qui étaient votés par le Congrès, mais ensuite non traçables. Et on s'est aperçu que tout cet argent était en fait transféré à tous les copains démocrates des US Aid, des tas d'agences dont on ne sait pas du tout quelle est l'action, mais dont on découvre qu'en fait elles sont très influentes à l'étranger pour servir certes les intérêts américains, mais défendre aussi le wokisme, l'inclusivité, etc. La politique américaine. Énormément d'argent aujourd'hui aux États-Unis qui, comme en France et en Europe, a été utilisé pour quelque chose qui n'a rien d'économique en réalité. Justement, en France, où est l'argent de cette dette? Où est-ce qu'il a été investi? On a perdu la trace. Moi, je vais communiquer des chiffres assez évocateurs. Hein. Si vous regardez les dépenses publiques pour le régalien, c'est à peu près 300 milliards par an. Et la dépense publique globale, ça doit être 1600, 700 milliards environ. Donc ça veut dire que le reste des dépenses publiques correspond à du social. Alors, les 300, ça correspond aussi, et c'est une coïncidence, à quelques dizaines de millions d'euros près. 300, c'est le montant du financement des retraites. Ouais, absolument. Alors, le régalien englobe des tas de choses, mais il y a aussi ces retraites. La question aujourd'hui pour les Français, parce qu'on parle quand même à des citoyens, des entrepreneurs, et les gens finalement de plus en plus, que ce soit moi, des gens que je conseille, des sociétés, je fais pas de conseils privés, mais des sociétés, ou des personnes que je rencontre parfois, et des Français parfois de l'étranger, ils vous disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon activité? Et ils se désintéressent de plus en plus des sujets politiques. Et ils ont raison. Je vais vous dire, entre guillemets, nous qui avons des activités de médias, que ce soit vous ou moi, on s'intéresse par force, par obligation, naturellement au sujet politique, plus que de raison. Mais quelle perte de temps également, parce qu'elle est beaucoup moins fascinante et prestigieuse, et elle marquera moins les esprits dans le temps, la politique d'aujourd'hui, que la politique d'hier. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez vous en sortir, si vous êtes français aujourd'hui, ne pensez pas vous en sortir en votant bien. Pensez à vous en sortir en gagnant de l'argent et en étant libre, en étant businessman, en étant
entrepreneur, en étant libre de toute capacité d'asservissement des autres sur vous. Ça veut dire que l'époque est propice à la démondialisation. On en parle régulièrement. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que, d'un côté, il n'y a jamais eu autant d'interconnexions. On se démondialise. C'est pas qu'on se démondialise en réalité. C'est que, même aux gens qui pensent un peu comme moi en quelque sorte, c'est-à-dire les gens de droite anti-mondialiste, entre guillemets, et qui vous disent il y a une démondialisation. Non, c'est qu'il y a une nouvelle forme de mondialisation, et la mondialisation où on mettait des produits dans un avion ou dans un bateau pour schématiser d'une façon très prosaïque et qu'on les envoyait des États-Unis au Brésil et en Europe, ça, en effet, ça va changer, ça va être différent, ça va se passer différemment. Par contre, aujourd'hui, les économies sont essentiellement numériques, ça n'a échappé à personne, et les business eux aussi sont essentiellement numériques. Même dans la façon d'encaisser de l'argent. Je sais pas si vous encaissez beaucoup de chèques aujourd'hui, on vous envoie beaucoup de chèques par la poste et vous allez adosser, signer vos chèques. Non, je crois que les petits entrepreneurs ont des comptes N26 et Revolut, et qu'après on est dans des banques, et puis après, quand on passe encore étape supérieure, on est dans des banques privées. Et après, il y a d'autres étapes encore supérieures. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, on a tendance à totalement l'oublier. On dit non, mais c'est pas l'économie, mais ça, c'est l'économie mondialisée de 2025. Moralité. Si vous êtes citoyen français aujourd'hui, ce qui est même une hérésie, parce qu'on n'est pas citoyen français, on est citoyen du monde aujourd'hui. Français, et essentiellement francophone et de culture française et aimant la France comme grande nation, mais pas forcément comme étant la France de 2025. C'est ça qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, le monde est à vous. C'est pas la France qui est à vous. Le terrain de jeu, c'est pas la France. Moi, quand j'ai démarré ma vie et que j'étais agent immobilier localement, à Aix-en-Provence, une région, ça me paraissait, il y a pas si longtemps pourtant, mais ça me paraissait déjà énorme. Et on pouvait gagner de l'argent à cette époque-là. Il y a même pas 15 ans, hein. J'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans, et j'ai gagné de l'argent avec des gens qui achetaient des maisons, qui vendaient leurs maisons, leurs appartements, et ça se faisait à des échelles locales, avec des notaires locaux. Ça fonctionnait comme ça. Bon, aujourd'hui, il y a encore des affaires qui se font dans l'immobilier, mais il y a quand même des faillites assez massives d'agences immobilières, hein, ces dernières années. Et on a reculé les échelons. Ce que je veux dire, c'est qu'on les a reculés. Le national de 2025 équivaut au régional de 2013-2015, et après il y a l'européen, il y a l'international. Et aujourd'hui, les entrepreneurs français, ou surtout les jeunes qui démarrent, ou ceux qui veulent augmenter leur activité, doivent se dire que c'est le monde qu'il faut conquérir, que pour conquérir le monde, à portée de main, ils ont des outils, comme les banques en ligne, comme je disais précédemment, ils peuvent avoir des comptes en devises, ils peuvent installer une affaire à l'étranger et très rapidement la piloter à distance et savoir travailler avec les personnes qui sont installées localement. Donc il y a une appartenance de la mondialisation qui se fait à échelle individuelle, c'est-à-dire que si vous vous en sortez, il y a ceux qui s'en sortiront pas, il y aura toujours, on va dire, la grande masse populaire, en quelque sorte, qui se dira soit je suis fonctionnaire, soit je suis rien, parce que j'ai fait 7 ans d'études, j'ai appris la sociologie de ça, donc je dois conseiller dans une mairie comment gérer les ressources humaines. Celui-ci, bon, quoi qu'il en soit, ça ira un peu plus mal, un peu moins, il n'aurait pas une vie formidable entre deux. Mais ceux qui veulent s'en sortir, et qui avaient l'ambition de s'en sortir, il faut qu'ils se mettent dans l'idée, justement, d'être en capacité de manier tous ces outils pour aller à la conquête du monde. Et je pense profondément que c'est avec des gens comme ça, que le pays petit à petit va se relever, parce que ces gens-là vont constituer une forme d'élite qui va dire on est quand même francophone, on est français, puis nous on a de l'argent, on s'en sort bien, on ne dépend pas de vous, vous n'allez pas nous couper des subventions publiques, on n'en a pas, parce que nos business ils sont ailleurs, et on vit pas en France en ce moment, on n'y est pas tout le temps, on y va pour dépenser notre argent, et on a quand même envie un petit peu de restructurer le pays. Et c'est par là qu'il y aura une dimension politique qui pourra faire évoluer la France. Moi, je veux dire que j'adhère au chemin que tu traces, mais je regarde aujourd'hui quels sont les freins. Donc, ce fameux logiciel qui est hérité des années 80, où la France aujourd'hui est un pays de logique de transfert, et on nous dit qu'aujourd'hui, notre modèle social, etc., c'est ce qui nous coûte si cher. Ce qui nous coûte très très cher aussi, c'est
je dirais, une sorte de forme de corruption, c'est-à-dire qu'on file de l'argent sous des prétextes de vous êtes le président de la nouvelle commission truc-nuche, d'experts, etc. Donc on vous paye comme un expert. C'est 80 milliards par an. Et encore, je pense que si on auditait, on s'apercevrait que c'est même peut-être encore plus d'argent filé. Oui, parce que dans les 300 milliards de régaliens, il n'y a pas les économies. Hein, quand je dis 300 milliards, il y a énormément d'argent dont on ne sait pas ce qu'il devient, comme on a découvert que c'était le cas aux États-Unis, notamment avec l'USAID. Et en tant qu'entrepreneur, parce que moi, tu sais, je l'étais et je le suis encore. Les salariés, ils ne touchent que la moitié de ce qu'il y a sur la fiche de paye. Ça n'existe dans aucun autre pays au monde. Je finis. Et on a la chance en France d'avoir encore une bonne productivité et d'avoir encore des activités à forte valeur ajoutée. Parce que si on faisait des productions de services ou de biens avec pratiquement pas de marge, parce qu'on est concurrencé par la Chine, la Turquie, le Maroc, tout ce que tu veux, mais ça serait la cata absolue. Comment les entreprises pourraient supporter de verser autant si elles ne gagnaient pas quand même un petit peu d'argent? Donc le vrai problème, c'est que l'État confisque l'argent à tous les niveaux, au niveau de la fiche de paye, aussi ensuite au niveau de la consommation avec la TVA. Quand tu décèdes, il y en a 45% qui vont à l'État si ton patrimoine. Ça, c'est sûr, c'est pas bon de mourir en France, hein, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'impôt sur les successions. Oui, tous les pays nordiques, l'Italie, je crois que ça va être 4%. Enfin, voilà, la France, c'est un vrai enfer fiscal. Mais moi, je suis prêt à la limite parce que je l'ai connu, je suis un petit peu plus âgé que toi, j'ai connu l'époque 80, je votais déjà, j'étais déjà majeur. En 80, les services publics fonctionnaient, l'hôpital c'était incroyable, on arrivait, on était pris tout de suite. Voilà, le tribunal, on avait un litige avec un fournisseur, il vous avait pas réglé, on obtenait au bout d'un mois et demi, le dossier était traité. Un locataire indélicat, pareil, on assignait, il y avait un huissier, il y avait un commissaire qui se déplaçait, l'affaire était réglée. Je parle de ça, ça a l'air d'être un autre monde, mais c'est un autre monde. À l'époque, on payait beaucoup moins d'impôts, il y avait beaucoup moins de prélèvements sur la fiche de paye, et tout fonctionnait. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant fonctionné en tant que salarié, en tant que créateur d'entreprise, en tant que chef d'entreprise déjà installé. On nous a jamais pris autant d'argent, on n'a jamais vu les services fonctionner aussi mal. Les seuls qui fonctionnent bien, là, parce qu'on les a tout de suite aux fesses, l'URSSAF, les douanes. Alors là, par contre, eux, c'est leur temps de réaction, c'est entre 3 et 15 jours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, par exemple, à ce niveau-là, si on parle de l'URSSAF, combien il y a de personnes aujourd'hui qui ont des sociétés qui sont qui font un chiffre d'affaires, on va dire, convenable par rapport à leurs activités, mais qui ont beaucoup de délais de paiement de la part des personnes qui leur achètent des services? Énormément, et pas seulement dans les services. Quand on fait de la prestation de services, on le sait, on a beaucoup de personnes qui vous disent en ce moment, c'est un peu dur, est-ce qu'on pourrait vous payer à 180 jours. Voilà. Et quand vous êtes équipementier, que vous avez fabriqué, alors si c'est de la prestation intellectuelle, parfois vous avez payé du monde dans l'intervalle pour vous assister sur cette prestation intellectuelle. Donc ça vous embarrasse un petit peu, mais vous avez quand même moins de frais que si vous êtes équipementier automobile. Mais si vous êtes équipementier, je parlais avec un équipementier il y a pas très longtemps, qui fait 50 millions de chiffres d'affaires, société française, et il me dit, sans les nommer, de très grands groupes automobiles nous payent 6 mois après. 180. Voilà. Donc 180 jours, payés à 6 mois. Et là, dans l'intervalle, si vous avez des acomptes sur vos paiements d'URSSAF, est-ce qu'on vous laisse 180 jours? Non, t'as 15 jours. Il y a 15 jours, voilà. Et si vous ne payez pas, on vous le prélève directement. Et c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous créez le terreau pour la paralysie de l'économie, la fraude et les systèmes alternatifs anarchiques. Systèmes alternatifs qui peuvent être vertueux parce que, faut pas se mentir, pour parler clairement, beaucoup des concitoyens français aujourd'hui fonctionnent avec des économies de système qui sont
chaotique. Ça veut dire que ils se disent évidemment que si je payais ma secrétaire, je pourrais pas la payer, donc elle est auto-entrepreneur et elle me fait une petite facture à 1 300 €. Et je le déduis et ça se passe comme ça. Je lui règle en fait la moitié des heures qu'elle fait. Exactement. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système alternatif. C'est pas ce que je fais moi, je le dis tout de suite. Mais je sais que beaucoup en sont réduits à faire ça. Sinon, ils ferment l'atelier. Mais je veux dire, l'électricité a explosé. Leur production, la facture d'électricité est tellement chère qu'ils n'ont pas le choix que de dire bon, je te déclare comme à mi-temps, mais bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous reprenez le pays, si vous reprenez la France, qu'est-ce que vous devez faire en arrivant? Vous devez vous dire comment ça marche. C'est simple, hein. C'est la psychologie de Donald Trump. Trump vous dit, je cherche à comprendre, par exemple, les crypto-monnaies. Bon, on va pas partir trop longuement sur les crypto-monnaies parce que là c'est un grand sujet, mais je dis bon, c'est quand même le grand sujet du moment, la blockchain comme technologie et les crypto-monnaies comme outil monétaire parallèle, séduisant pour des masses très diverses et variées, des entrepreneurs qui veulent cacher certains paiements, des particuliers qui veulent avoir de l'argent mobilisé mais pas en monnaie fiat et plutôt en crypto-monnaie, des jeunes qui veulent spéculer, ça a une part importante. On va se mettre au centre du jeu sur les crypto-monnaies. C'est ça la psychologie de Trump. Et là, je vous dis en France, vous arrivez, vous reprenez la France comme pays. Au-delà de la réduction de la dépense publique, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe dans une économie? C'est quand même assez simple. Une économie, c'est de la création de richesse financière, de la création de richesse économique, de la traduction de richesse naturelle, on va dire, que ce soit de l'énergie ou du travail. Oui, mais c'est de l'énergie transformée. Et il faut que ce soit de l'énergie pas chère. C'est aussi de la créativité transformée. Ça veut dire que la recherche, regardez DeepSeek, par exemple, ça en est le bon exemple, hein. Même si c'est pas 5 millions, peut-être, mais beaucoup plus, on peut allègrement l'imaginer, c'est qu'il y a une capacité, il y a quelque chose de créé. Donc c'est aussi de l'énergie physique. C'est le fameux Spinoza, Dieu égale nature, en quelque sorte. Tout ce qui est la nature, après, se transforme en énergie financière. Donc vous dites, dans l'économie, il y a des échanges. On achète, on vend, on taxe un peu au milieu. On en arrive, tout ce qu'on a décrit précédemment, se dire, bon, le système français, il est plus possible, puisque vous pouvez plus salarier personne, vous pouvez plus avoir d'entreprise qui dégage le chiffre d'affaires, si vous devez dégager du bénéfice, plus le temps passe, moins il vous reste de choses, parce qu'on vous la taxe entre-temps, il y a beaucoup. Il faut recréer des schémas qui soient très simplistes, un peu comme ils avaient fait à une époque pour les auto-entrepreneurs, d'ailleurs, qui sont dans la barre aujourd'hui, où on avait dit, tu vois, les jeunes qui ont des métiers comme ça, qui font un peu du paiement en liquide, ce qu'on appelle le travail au bloc, on va leur permettre d'avoir un cadre très simple. Et ils peuvent encaisser sur leur compte courant directement, ils font une déclaration, ils avaient à l'époque, c'est le RSI, alors je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est un peu plus alambiqué quand même, et c'était très bien. Et c'est quelque chose qui permet justement... Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu as cité Spinoza, il se trouve que c'est un philosophe que j'aime beaucoup, et qui pour moi est surtout le philosophe qui a vraiment théorisé le libre arbitre. Et l'économie, elle doit fonctionner avec une bonne dose de libre arbitre et non pas un empilement de normes, d'obligations, de réglementations, de mesures de la cambrure des bananes. Enfin, c'est ça. Il faut restaurer le libre arbitre de l'entreprise. Ce que ne comprend pas le politique qui édicte des lois, c'est que si vous voulez, on peut pas le dire généralement, mais si vous voulez gagner de l'argent dans la vie, il vous faudra forcément mentir à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que vous allez mentir parfois pour escroquer. Tout le monde l'a fait, un peu, qui que ce soit, à des niveaux différents les uns des autres. On essaie d'optimiser les opportunités et la zone grise. C'est pour ça que je suis assez catégorique sur le mot, mais je crois que tous les gens qui ont un peu évolué dans leur vie professionnelle se rendront compte que il leur est arrivé de pas apporter le service exact qui avait été payé dans les délais exacts. C'est arrivé à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs. Et il vous faudra, surtout pour la création de valeur, camoufler quelque peu la vérité parfois pour gagner du temps. Et parce que lorsque vous gagnez du temps, vous gagnez le temps de la création et le temps de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris par un cahier des charges. Ça veut dire que si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez générer de la richesse, il y a forcément un moment que vous soyez un entrepreneur, un groupe, une équipe, une entreprise, où il va falloir que vous soyez. Mais seul. Comment on fait quand en permanence on part dans la grande course économique, dans l'espèce de dans le grand marathon économique?
Nous, on est parti avec un petit sac à dos dans lequel on avait des brevets et tout qui étaient super chouettes. On avait du TGV, du Concorde, on avait des tas de trucs fantastiques jusqu'à la carte à puce de Roland Moreno. Ouais. Et depuis les années 90, au lieu de rajouter des petites choses très très sympathiques dans le sac à dos, on rajoute des pierres, encore des pierres et des parpaings. Et il n'y a pas un mois où l'entrepreneur, dans son sac à dos, au lieu de lui rajouter un outil qui l'aide à courir plus vite, on lui rajoute encore du parpaing, du gravat. C'est juste cette logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir tant que le logiciel reste celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de dette qu'on ne puisse résoudre en allant ponctionner davantage. Regarde ce qui se passe avec les auto-entrepreneurs. Donc là, le truc, je l'avais pas vu. Réduire de 37 000, donc c'est-à-dire 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 2 000, ce qui donne lieu à la déclaration de la TVA. C'est pas pour les 2 000 euros que ça va me coûter, parce que bon, c'est chiant de devoir payer 200 euros de plus, mais c'est le temps que ça va me passer de remplir tous les CERFA pour déclarer ma TVA. Donc il y a quand même une levée de bouclier. Donc ils ont repoussé, ils ont remis les choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire 37 000 pour du service, 85 000 si tu vends des biens. Mais attends, mais ce n'est que suspendu provisoirement. Ils vont nous le remettre. Et en France, mais c'est un cauchemar. À chaque fois, ils nous disent, voilà, on va de nouveau vous coller soit un nouveau parpaing dans le sac à dos, soit vous remettre une couche dans vos semelles de plomb. Il y a un truc et comme les gens protestent, ils disent bon, ok, c'était pas une bonne idée, mais dans 5 mois, on en reparle. Et dans 5 mois, quand on va voir que les finances françaises ont complètement dérivé, ils vont nous ressortir le joker. On voulait évidemment pas vous remettre cette surtaxe sur les hauts salaires, on voulait évidemment pas surcharger l'entrepreneur, mais vous comprenez bien que vu l'état dans lequel on est obligé, solidarité oblige, c'est marqué là sur mon joker, de faire des efforts. Mais les seuls qui font jamais d'efforts, c'est ceux qui distribuent l'argent. Et l'argent, il sert à quoi? Pas à faire fonctionner les tribunaux, pas à faire fonctionner les hôpitaux, ni l'éducation nationale. Il sert à financer des obligés, des copains. Et mais c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Est-ce que tu sais combien de fonctionnaires américains ont voté pour Kamala Harris à Washington? Je sais qu'un quart des nouveaux emplois sur ces 3 dernières années étaient des emplois de fonctionnaires, en tout cas. Voilà. 90% de voix pour Kamala Harris. Ah ouais. Et quand on voit comment fonctionne la mairie de Paris, c'est exactement pareil. C'est du clientélisme. Totalement. Ça s'appelle de la corruption. Notre société, elle crève de la corruption. C'est un mot simple. C'est la corruption. Et le système de redistribution sans contrôle est un système de corruption et qui s'aggrave en plus de ça, de cette volonté de contrôler, de tout contrôler par le haut. Ça, c'est Bruxelles qui en est l'incarnation. Et d'ailleurs, la plupart des hauts commissaires qui pondent tous ces règlements ne sont pas audités, ne sont pas contrôlés, n'ont de compte à rendre à personne. On peut pas appeler ça une démocratie, c'est au mieux une démocrature. Donc on a une sorte de gouvernance verticale qui n'est que pour nous rajouter des parpaings dans le sac à dos. Et en plus de ça, parce qu'on l'a refusé en France. On passe son temps à nous gouverner par la peur des Russes, la peur des super déficits. Et à chaque fois, c'est les agences vont nous dégrader. Il faut faire quelque chose, sinon ils vont nous punir. Donc il faut que vous contribuiez davantage. Mais tant qu'on revient pas sur ce logiciel-là, il y a rien de possible. Tant que les gens qui sont au pouvoir n'ont de compte à rendre à personne, ce qui est le modèle absolument du fonctionnement aujourd'hui de Bruxelles, et que ce modèle est complètement intégré, validé par l'Élysée, Bercy, etc., tant qu'on a ce logiciel et ce personnel aux affaires, il n'y a rien de possible. Donc, la seule chose que tu peux faire en tant qu'entrepreneur, c'est effectivement de finir tes études en France et d'aller prospérer ailleurs. Je vois pas de solution. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que quelqu'un comme Trump arrive au pouvoir dans des pays européens et justement bouscule tout ce système et détruit la bureaucratie? Oui, tout de même, moi je l'ai cet espoir. Moi sincèrement aujourd'hui, j'en rêve, c'est un espoir qu'on peut avoir. Il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un, mais ça demande d'avoir de l'argent. C'est pour ça que Trump, ça peut pas être moi par exemple, parce que je voudrais bien être Trump. Mais à la rigueur, il est plus facile on va dire, s'investir du discours de Trump. Mais par contre, de la fortune et du lien privilégié qui découle aussi de la fortune justement avec un poids lourd comme Musk, qui a quand même le gros média du moment, qui est X, et faire l'équivalent en France,
ça requiert d'être un peu plus que Tom Benoît ou Philippe Béchade ou qui que ce soit. Donc je veux dire, le Trump français aujourd'hui, ça serait qui? Après, chaque situation est différente, hein. Il peut y avoir un Trump d'une autre catégorie, mais le Trump français, s'il y en avait un, ça serait quelqu'un qui aurait les idées que nous partageons en quelque sorte, mais aussi qui a la capacité de dire, écoutez, moi j'en ai rien à faire, vous n'allez pas m'atteindre, je pèse tant, et je vais la mener, ma campagne. Et j'aurais pas besoin d'avoir, pour faire une campagne aujourd'hui présidentielle, vous savez combien il vous faut? 100 millions. J'avais le même chiffre en tête. Voilà. On a failli le dire en cœur. Tu vois, on a quand même des notions assez communes, je veux dire, je ne crois pas que ça relève du hasard, mais plutôt de ce qu'on a expérimenté et vu ces dernières années, ce qu'on nous a raconté, on s'aperçoit même pour faire une campagne, il faut 100 millions d'euros, il faut se les faire prêter, il faut avoir un gros soutien financier, il faut être en capacité d'avoir justement les moyens de tenir le temps d'une campagne et de faire face à différentes tactiques de manipulation des adversaires, ce qui est tout à fait naturel, hein, ça c'est pas le complotisme qui a inventé la stratégie. Il y a toujours eu des coups bas et des stratégies dans les campagnes. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, Marie-Constance, le Trump français, oui, pourquoi pas, je sais pas où il est, peut-être qu'il roupille dans son coin et qu'il est quelque part et qu'il va sortir du bois, mais faut-il encore qu'il ait la puissance financière? Après, au niveau du programme, c'est très simple. Comme je le disais précédemment... Le Trump français, il n'a pas de pouvoir, le pouvoir est à Bruxelles. Hein. Exactement, et c'est pour ça que je dis que la priorité, le Trump français, et je le vois pas dans le panorama des plus connus, si je puis dire, en tout cas plus connus que moi, qui gravitent dans les médias, c'est que si vous voulez être le Trump français, si vous voulez sauver la France, vous arrivez en disant on va être à l'avant-garde sur tous les domaines, et faites-moi confiance, on va la piloter, la France, que ce soit en matière d'économie, que ce soit en matière de dérégulation, que ce soit en matière de santé publique, que ce soit en matière de finances publiques, on va faire ce qu'il faut pour redevenir un immense pays, un grand pays. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de prendre une décision, comme fait Trump, on sort un papier, on signe, et on prend une décision. Et pour ça, de facto, il est inconcevable, incompatible d'être là, tu décris, à la BCE. Tu décris un Trump qui a comme objectif la richesse. Donc, il faut du capital, il faut de l'énergie pas chère, et il faut de l'inventivité. En Europe, on ne pousse pas l'inventivité, on la régule. Et si elle persiste tout de même à essayer de faire de l'argent, on la taxe. Voilà le logiciel. Donc ça, c'est absolument dramatique. Mais ce qui est bien ancré de par l'éducation nationale, c'est que l'argent, c'est pas beau. L'argent, c'est les puissances d'argent. Ce terme avec cette connotation des puissances d'argent, elle reste terrible. Mais tous les politiques socialistes aujourd'hui ici nous disent justement, pour rejoindre ce que tu disais juste précédemment, en quelque sorte, vous en faites pas, on va s'occuper de tout, c'est l'État qui va se socialiser, les entreprises publiques marchent mal, mais on va, même si vous perdez votre activité, votre salaire et tout, on va vous prendre sous notre cocon. Et tu regardes la Chine de l'autre côté, même personne socialiste ici qui décriait le modèle chinois en disant les Chinois sont des dictateurs, tout est public là-bas, il n'y a pas de libéralisme. Ils le disent un peu moins depuis un an ou deux, parce que là, ils commencent à se rendre compte, quand même, ils disent, ouais, peut-être que nous aussi, on n'est pas très libéraux, et ils commencent à prendre conscience à peine qu'en réalité, ils sont socialistes. Hier, je regardais NHK, la chaîne japonaise, et j'étais très heureux de voir que Jack Ma faisait partie d'une délégation de chefs d'entreprise successful, chinois, qui se rendaient au Japon pour nouer de nouveaux partenariats. Xi Jinping vient d'opérer un virage. Il remet finalement, au premier plan, des chefs d'entreprise, capable de faire avancer les choses, le commerce chinois, alors qu'il avait succombé à la tentation de tout contrôler en disant il y a rien qui est supérieur aux 9 sages qui élisent le président chinois. Le parti est au-dessus de tout. Là, ils viennent de faire un virage. Et moi, j'en reviens. Je déroule quand même mon idée, c'est que on a un logiciel qui est l'argent, les puissances d'argent et tout ce que ça comporte, c'est affreux. Il faut les contrôler. Et donc, on s'est doté de gens qui ont ce logiciel qui est nous contrôlons. Et en fait, ces gens qui ont ce logiciel, aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui les effectifs de l'Élysée ou même du gouvernement, on retrouve quoi? On retrouve un nombre incroyable de gens qui sont des young leaders. Ouais. Alors, je n'ai rien contre les young leaders, au contraire. Il y a forcément un moment où on repère des gens qui sont prometteurs, on essaie de constituer une élite. Mais là, c'est pas du tout une élite comme celle dont nous rêvons nous, qui est de gens qui entreprennent, qui créent de la richesse. C'est une élite qui purement politique qu'on a fait naviguer aux États-Unis. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Absolument. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est l'antithèse totale du logiciel américain. C'est la propriété privée est au-dessus de tout et un État garantit d'abord la propriété privée. Donc on a une puissance qui est aussi globale et qui est complètement transversale. Vous avez des globalistes et des young leaders à gauche comme à droite. Ils ont recruté partout.
Keir Starmer est un young leader et un Davos boy, tout comme l'était avant lui Boris Johnson, tout comme l'était Rishi Sunak. Donc ces gens-là contrôlent à droite, à gauche, et je me demande même si c'est même pas le cas mais maintenant à l'extrême droite, ils contrôlent, ils ont des pions et qui ont tous le même logiciel, c'est l'État qui contrôle les flux d'argent, qui les redistribue, essentiellement, bien sûr, en priorité aux copains pour continuer d'obtenir leur soutien. Donc tout ça, c'est un système de corruption. C'est-à-dire que ceux qui professent de contrôler les puissances d'argent, en fait, leur logiciel, c'est de nous piquer notre argent. Contribuables, créateurs d'entreprises, exportateurs, tout ce que tu veux, c'est ça. Ces gens-là ont ce logiciel. Moi, je vois beaucoup de politiques aujourd'hui qui considèrent qu'il est indécent, et ils sont même parfois sincères dans leur idée de vivre avec 70 000 euros, 80 000 euros par mois. Ils trouvent ça énorme, ils disent ça. Mais par contre, quand je leur dis, mais regarde, toi, parfois des gens sympathiques avec lesquels je déjeune, tu vis avec moi, le billet d'avion pour aller à tel endroit en première avec la délégation et les 4 ministres des Affaires étrangères, c'était payé par qui? Incroyable. Les Bruxelles, les finances des voyages, voilà, c'est, on va rendre visite à un ministre. Avec les autres ministres, avec les entrepreneurs locaux, et il y en a pas comme par session, hein. Ça encore, envoyer une délégation de chefs d'entreprise, de gens qui s'intéressent à l'IA, voir les meilleures pratiques en Chine, ailleurs, je suis tout à fait pour. Mais on envoie aussi des délégations de 20-40 personnes en business, et on sait ce que ça vaut, le business ou la première. On les envoie pour aller défendre l'inclusivité, la tolérance au transgenrisme, le wokisme. Enfin, le gaspillage est absolument fantastique de la part de gens qui, eux, disent on méprise complètement l'argent et ceux qui veulent en faire. Et ils en gaspillent et ça ne leur fait rien. Mais probablement ils en gaspillent, mais ils en dépensent, mais ils sont pas conscients de toutes ces délégations qui vont pour des motifs complètement bidons. Alors qu'on dit à un chef d'entreprise, vous auriez quand même pu prendre un vol régulier plutôt que votre jet. Et justement, cette élite mondialiste, elle est en train d'être fragilisée par la montée du souverainisme. Est-ce qu'on pourrait pas voir sa chute? En tout cas, cette élite mondialiste à laquelle tu fais référence, Trump et Musk et JFK aussi, le RFK l'ont bien ciblé. Elle est en train de quand même être il la désigne, il la combattent. Au-delà de l'élite mondialiste, il faut comprendre, c'est que ce qui est mis à bas et ce qu'il faut mettre à bas ici, c'est l'élite parasitaire, entre guillemets. C'est pas le mondialisme, c'est pas le fait de communiquer entre différents pays, c'est pas le business mondialisé, c'est surtout l'élite parasitaire. C'est le fait de dire, écoutez, moi, j'ai pas besoin de générer de la richesse, ou j'ai pas besoin de faire des factures, j'ai pas besoin de générer de la croissance pour faire des dépenses. Je suis là parce que c'est comme ça. Parce que j'ai été nommé. C'est les nominations qu'il faut supprimer. Le principe même de la démocratie, c'est quoi? C'est l'élection. C'est pas la nomination. C'est le moins de nominations possible avec beaucoup d'élections. Et le plus de pouvoir accordé à celui qui est élu. Bruxelles, c'est quoi? C'est une élection en 2005. Vous voulez? Non. Bon, c'est pas grave, on dit que c'est oui. Et à partir de là, puisqu'on a dit que c'est oui, on va pas faire d'élections, on va faire des élections pour des députés, mais on va surtout nommer des commissaires européens qui, eux, vont diriger. C'est comme ça. Vous êtes à l'opposé de la démocratie. Trump vous dit il faut plus de démocratie. Pour qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'il y ait de la liberté d'expression. C'est le discours prodigieux, formidable de J.D. Vance, qui vous dit il faut qu'il y ait de la liberté d'expression et il faut que les gens puissent exprimer leurs idées. Moi, il y a des idées que je trouve absolument abominables, que je condamne, même parfois qui me dégoûteraient. Elles peuvent être exprimées, après tout, j'endormirai quand même bien la nuit, et puis je peux aussi concevoir, peut-être pas comprendre, mais concevoir qu'elles séduisent certains, et pas moi, pourquoi pas? Ça fait partie des bases de la liberté d'expression. Pour revenir à la Chine précisément, là où il faut bien cibler quelque chose, c'est que nous, nos services publics, ce qui est corollaire à ce que tu notais précédemment, sont en train de s'effondrer et qu'on socialise les économies avec de très gros groupes qui marchent pas et qui sont publics. Et qu'en Chine, vous avez dans l'intervalle de très gros groupes qui sont publics, mais qui marchent très fort par contre. L'avionneur chinois dont je parlais, Comac, assez récemment, qui est une société... qui copie l'Airbus, faut dire les choses comme elles sont. L'Airbus. Mais en attendant, pourquoi ils évoluent mal aujourd'hui? Parce que l'agence européenne leur accorde pas de label, d'accréditation, de licence pour les vols internationaux. Donc même les Chinois achètent encore des Airbus et des Boeing, et ils achètent des Comac. Le Comac reste un avion pour les lignes intérieures. Exactement. Mais comme il y a quand même 8000 kilomètres du nord au sud, ça va, quoi. Il y a beaucoup de campagnes après, ouais. mais entre Shanghai et voilà.
Mais je veux dire par là que ce groupe-là, qui espère obtenir ses licences prochainement, 2026, 2027, partez dans l'idée, vous pourriez vous dire, bon, il faut acheter des actions Comac, par exemple, hein, parce que, à mon avis, moi, c'est quelque chose qui va plutôt marcher, quoi. Mais oui, mais c'est pas le même schéma, justement. C'est un groupe qui n'est pas coté. C'est un groupe sur lequel, effectivement, l'État, comme puissance souveraine, est très nationaliste, très hégémonique, à la main. Et c'est ça qu'il va falloir intégrer dans notre logiciel aussi, c'est que d'un côté, on va avoir une Europe où tout ce qui va être lié au public, il va falloir s'en éloigner réellement comme de la peste, et il va falloir avoir des systèmes qui sont de moins en moins liés aux finances publiques, aux subventions, aux autorisations publiques, mais qui sont de plus en plus out et non pas in, comme je dis souvent. Aux États-Unis, les meilleurs groupes, c'est les groupes les plus privés, et en Chine, il va y avoir des croissances énormes, mais sur des groupes qui sont publics. Par contre, après, il va falloir se renseigner un peu sur ceux qui travaillent avec ces groupes publics et qui fournissent. C'est il y a Safran d'ailleurs qui travaille beaucoup avec Comac, il y a des voilà, il y a beaucoup de, donc ça va être un Comac qui savent faire ce qu'on appelle la cellule. Ouais. Les réacteurs, c'est, enfin, dans la logique économique, les moteurs Safran, c'est très très bien. Bon, General Electric aussi, mais Safran, c'est pour l'instant c'est ce qu'on a de plus économique sur le marché. C'est là où il va y avoir des réflexions tout à fait nouvelles, je veux dire, à avoir. Là, on parle un peu plus d'investissement en quelque sorte, mais je sais que c'est un peu la thématique de votre chaîne aussi, où le monde a changé et on le reconnaîtra absolument pas dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il y aura de l'IA aussi davantage, mais surtout qu'il y aura des psychologie incarnée, ce qu'on appelle la psychologie des marchés. Aujourd'hui, c'est la psychologie d'un Américain, en quelque sorte, sur le marché. Et là, ça va être différent. Cette psychologie, elle est actuellement à l'œuvre. Il y a 2 choses, hein, donc ça regroupe un peu tout ce qu'on vient de dire. Psychologie déjà, le surendettement, la fuite éperdue dans l'endettement, l'argent distribué aux copains, la corruption. On verra plus tard. Tous ceux qui voient ça de l'extérieur se disent l'euro, j'ai de moins en moins envie d'en détenir. Les États-Unis, 4700 milliards d'argent affectés, on ne sait pas trop comment, mais que les Américains vont lever sur les marchés. De plus en plus de créanciers se disent du dollar, c'est bien, on en a toujours besoin. De l'euro, l'Europe continue quand même d'être une des puissances avec lesquelles il y a des échanges, mais en monnaie de réserve pure. On voit bien qu'aujourd'hui, on met un peu d'or de côté, et de plus en plus. Donc là, il y a la psychologie, elle joue. Et je parlais aussi au début des taux qui montent. Alors la bonne nouvelle, c'est que le spread au T-Bund se contracte, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les taux montent. Ça relève exactement du même constat, c'est-à-dire qu'on fuit dans l'endettement. Donc les taux ne vont probablement pas baisser autant que ce que les marchés imaginé. On était parti là au début de l'automne dernier sur au moins 4 baisses de taux d'ici fin 2025. On va peut-être en avoir une aux États-Unis et encore. Et en Europe, on disait ça sera au moins 2 baisses d'ici le mois de juin. Pas sûr qu'on ait les 2 baisses. Bah là, ils en ont promis une en tout cas. Mais... Ouais. Et qu'est-ce que moi je regarde et qui fait que mon sentiment que cet endettement interdit en réalité qu'on puisse vraiment baisser aussi fortement qu'on aimerait le faire, les rendements offerts aux créanciers, c'est qu'il y a beaucoup trop de dettes aujourd'hui, et demain, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour si on ne veut plus leur prêter l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire comme les Japonais, ils vont monétiser la dette, forcément. Donc, si on baisse pas les taux, parce qu'on ne peut pas les baisser, ou alors on n'aura plus de créanciers, il y a un moment, il va falloir choisir entre des taux élevés ou la planche à billets. Et en fonction des zones, parce qu'il y a des zones aussi où il n'y aura pas de risque d'inflation, où il n'y aura pas de risque également de paralysie de l'économie, peut-être même un peu comme les États-Unis, ou avec une catégorie d'inflation bien différente de la nôtre, et des zones où par contre il y aura une économie totalement paralysée, et que s'il n'y a pas de baisse des taux, il n'y aura absolument aucune relance économique. Donc il y a beaucoup plus de marge aussi aux États-Unis à ce niveau-là qu'en Europe. Les Européens sont obligés de baisser les taux aujourd'hui. C'est pas le cas des Américains. Bon, ce que je vois de la part, si on, à ce niveau-là, sur le plan purement technique, je suis pas très préoccupé par l'inflation américaine, hein, sincèrement. J'entendais le président de BMW qui disait il va y avoir une augmentation sur les véhicules américains, c'est les Américains qui vont payer. C'est assez fascinant quand même de voir tous les Européens aujourd'hui opposés à Trump s'inquiéter pour les États-Unis qui vous disent un peu oh là là,
mais c'est une catastrophe, vous vous rendez compte, la politique de Trump va appauvrir les Américains. Dans l'absolu, à la rigueur, je pourrais leur dire, bon, bah, écoutez, c'est leur problème, hein, soyez pas trop inquiets pour les Américains, préoccupez-vous des Européens, des Français, des Italiens. Et moi, ce que je vois, c'est que dans sa mentalité, Donald Trump se dit, il va falloir quand même avoir une monnaie qui se respecte, mais qui reste compétitive, donc de la stabilité. Il va falloir attirer des capitaux de l'étranger, donc avoir des points de croissance, donc pour ça investir dans les secteurs qui sont innovants et qui vont générer beaucoup de croissance, l'intelligence artificielle, puisqu'ils sont bien positionnés dessus, comme tu le disais. Ça veut dire que si on regarde, il y a des technologies, il y a des secteurs d'activité qui peuvent pas être agrémentés par l'IA, que ce soit une boucherie, charcuterie, une boulangerie, il y aura pas plus de points de croissance avec de l'IA. Par contre, il y a des secteurs aux États-Unis, bien des secteurs qui vont être agrémentés par l'IA. Et de notre côté, il se dit, il faut le moins possible ponctionner les Américains pour qu'ils puissent juste en vivre de leur travail et qu'on les fasse payer par les étrangers, ce que j'ai expliqué précédemment, et par contre, taxer l'étranger, c'est-à-dire rapatrier des capitaux, à ce moment-là, ce qu'il dit sur la TVA. Oui, mais là, en Europe, si l'Europe, comme tu penses, va baisser ses taux parce qu'il y a nécessité d'eux, mais si on baisse les taux, il y aura chute de l'euro, ah, mais c'est sûr. Et la chute de l'euro entraînera de l'inflation. Non, mais il y aura chute de l'euro, quoi. Donc, il va y avoir, il va y avoir de l'inflation. Moi, ça fait 6 mois que je dis, il ne faut pas garder d'euros depuis le mois à peu près de juin, juillet dernier. Je dis, il faut convertir ces euros en dollars en ce moment. J'ai dit en juin, juillet dernier. C'est pas du conseil, mais je pense qu'il y a des gens... On disait la même chose. Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui, à ce moment-là, ont dû un peu... Je crois pas qu'ils soient déçus, hein, sincèrement. Non. Si on baisse les taux, on sacrifie l'euro. Si on sacrifie l'euro, on aura à la sortie de l'inflation. Si on a à la sortie de l'inflation, comment se protéger? Le dollar et l'or. Absolument. Voilà. Ouais. Et aux États-Unis, je sais pas comment ils envisagent de réduire leur dette, mais on va dire l'espèce d'interaction un peu musclée qui est en train d'établir Trump avec les autres pays fait que on va certainement avoir moins de transactions transfrontalière, donc on aura moins de besoin de dollars en usage quotidien, en flux de dollars, puisque ça va être chacun chez soi et les États-Unis vont rapatrier au maximum. Oui. On aura moins de besoin de dollars. Donc, si tu n'as plus besoin de dollars, chaque fois que tu en reçois, tu te dis, je vais le convertir en quelque chose. Comme tu vas pas le convertir en euros parce que c'est une monnaie complètement dysfonctionnelle, tu le convertis aussi en or. Donc, le protectionnisme aboutira à ce qu'on ait moins besoin de dollars. La baisse des taux en Europe aboutira à ce que l'euro chute. Donc, quel que soit le scénario que j'envisage, inflation en Europe, isolationnisme américain, dans les deux cas, ça fait monter la seule véritable valeur de réserve qui est l'or, à mon avis. Entièrement d'accord. Je pense même, pour prolonger sur le sujet de l'or brièvement, je vous laisse conclure ensuite, que le simple, ça c'est un point de détail, en quelque sorte un détail, mais le simple fait d'avoir la volonté d'auditer les réserves d'or américaines redore, c'est le cas de le dire, la place de l'or comme réserve ultime de valeur. Et ça contribue, c'est un élément qui contribue également à l'augmentation du cours de l'or. Là aussi, sur le cours de l'or, si on regarde 2023, ça a dû être 13-15% à peu près, 2024, c'est prodigieux, 30 ou 35 environ. Moi, j'en ai parlé depuis un moment aussi, et depuis la prédiction là c'est Goldman Sachs qui dit $3,000 l'once en décembre 2025. Évidemment que ça ira, sans aucun doute. Sur les monnaies, pour être très précis, il va y avoir inéluctablement dans les 5 à 10 années à venir, quoi qu'il en soit, un effondrement des monnaies de réserve, parce que comme je l'ai expliqué au début de cette émission, le principe des monnaies de réserve, c'est surtout d'amalgamer la dette émise par les États avec la monnaie, et donc de créer une demande de monnaie par rapport à l'émission de dette, et comme ce système réduit, forcément, il va y avoir une perte de valeur des monnaies de réserve, qui vont perdre à ce niveau-là de leur usage, et après, il faut segmenter, différencier le temps court du temps long. Aujourd'hui, si on veut avoir du cash, si on a du cash sur des comptes bancaires, il vaut mieux le convertir, évidemment, en dollars, et si on a beaucoup d'économies, il est très intéressant d'investir dans l'or encore aujourd'hui, et sur le temps long, sur une partie, on va dire, plus minoritaire, entre guillemets, parce qu'on peut être un peu plus précautionneux à ce niveau-là, mais même sur le Bitcoin, je vois pas comment le cours du Bitcoin à horizon de 3 à 4 années ne pourrait pas prendre un minimum de 40%. Ça me paraît, pour être tout à fait factuel.
D'accord, donc l'or et le bitcoin, ce sont vos deux valeurs sûres. Bah, surtout l'or, la valeur sûre en quelque sorte, mais comme outil spéculatif, je suis très confiant sur le bitcoin, beaucoup plus. Juste pour terminer en 30 secondes, sur le marché action, soyez prudents sur le marché action. Moi, j'ai une théorie, quand on doit gérer son argent, pas quand on est gestionnaire de fonds et qu'on a déjà des contrats en cours, des accords, c'est que pour gérer son argent, il faut comprendre ce qui va marcher à une époque déterminée. Une fois qu'on a compris, il faut comprendre comment déployer tous les moyens possibles pour s'associer avec les bonnes personnes qui vont donner accès au marché. C'est-à-dire que si vous vous dites qu'il va y avoir un marché chinois qui va monter, il faut pas vous dire j'ai mon conseiller en gestion de patrimoine qui s'occupe de mon argent. Il faut dire je vais chercher quelqu'un qui va me permettre d'aller sur le marché chinois. Si vous croyez à l'or, il faut vous dire comment je vais acheter de l'or. Si vous croyez au bitcoin, comment je vais acheter du bitcoin. Et aujourd'hui, sincèrement, je crois que la période d'euphorie sur les marchés actions, même américains, finalement, elle va pas être aussi démesurée que ça, elle est un peu terminée si on compare à ce qu'on peut gagner sur l'or sur un temps relativement court, en moyen. Merci beaucoup Tom pour ces conseils. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission. J'invite nos lecteurs à vous suivre sur vos différentes plateformes. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également le lien de téléchargement du dernier rapport des publications Agora. Je vous dis encore merci et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci Marie-Constance. Merci.